Mais tu sais, en fait, la plupart des gens, ils galèrent avec leurs problèmes parce qu'ils ne savent pas comment les résoudre. Souvent, ils croient qu'ils savent comment les résoudre, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, c'est un truc qu'on revoit souvent dans mes accompagnements, c'est que les personnes arrivent avec ce qu'elles pensent être le problème identifié qu'il faut que moi, je les aide à résoudre. Et dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas du tout le problème de fond, qu'il y avait un problème sous le problème beaucoup plus important et beaucoup plus profond. En fait, en gros, elles viennent pour les symptômes et pas pour la cause. C'est pour ça qu'elles galèrent et c'est pour ça que les problèmes qu'elles résolvent, ces personnes-là, en fait, ça revient en permanence. Parce qu'elles sont pas allées jusqu'à la cause. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. En fait, pour bien régler un problème, il y a 2 composantes. La première étape, qui est super importante, et on perd 80% des gens à ce moment-là, hein, je te le dis direct, on perd vraiment beaucoup de gens à ce moment-là, c'est bien comprendre la situation, bien l'analyser, avoir une idée très claire de quel est le vrai problème, et ça demande du discernement. Et ce truc-là, il est vraiment pas évident. En fait, la majorité des gens que je vois, moi, en accompagnement, c'est pas qu'ils ont pas de discernement, c'est pas des débiles, c'est des gens intelligents, au contraire. Mais sur ce point-là particulier, ils n'arrivent pas à avoir une idée claire de ce qui se passe exactement, de ce qui se joue, en fait, dans la situation. Et ça les fout complètement dedans, parce que si t'as pas le bon problème, si t'as pas posé la bonne question, t'es pas prêt de trouver la solution. C'est pour ça qu'il y a cette phrase assez connue de « si t'arrives à poser la bonne question, t'as déjà résolu que 50% du problème ». C'est vrai, c'est que tant que t'as pas posé la bonne question, t'es juste en train de te tromper de cible. Donc la première étape, c'est déjà d'avoir énormément de discernement. Donc pour résoudre un problème, il faut déjà avoir énormément de discernement pour bien comprendre tous les enjeux de ce problème. Et la seconde étape, qui est pas beaucoup plus évidente, c'est de réussir à appliquer les solutions. Et ça demande souvent beaucoup de courage. Parce que si on ne les a pas appliquées jusqu'alors, alors qu'on est à l'ère d'Internet, tout le monde a plein de solutions partout tout le temps, c'est probablement parce qu'on n'a pas eu la force de le faire. Soit parce qu'on est bloqué émotionnellement, soit parce que la situation nous semble insurmontable, soit parce qu'on a des préjugés, des manques de connaissances sur tel ou tel sujet, etc., etc. Donc on se sent un peu perdu, un peu désespéré, même parfois. On n'a même plus la force d'essayer de s'en sortir. Tout ça demande énormément de courage, de force, de discipline même parfois, et c'est vraiment pas évident. Donc en fait, quand on regarde en général pourquoi les gens galèrent sur des situations, pourquoi ils restent bloqués dans leurs problèmes, c'est parce que déjà, ils n'ont pas adressé quel était le bon problème, et ça c'est 80% des gens, hein, vraiment, c'est énormément de personnes qui n'ont pas le bon discernement, la bonne analyse de la situation au bon moment, et aussi parce qu'ils sont embués dans leurs propres émotions. Clairement, ça biaise complètement, hein. Dès qu'on est emprunt à ses propres émotions, on n'arrive pas à voir les choses clairement. Donc c'est pour ça que quand on est soi-même dans le problème, c'est super dur de réussir à le résoudre. Donc 80% des gens galèrent rien qu'à cette première étape de bien comprendre quel est le problème, dans son ensemble, sous plusieurs angles. Ça demande beaucoup de choses, hein. Ça demande de réussir à se responsabiliser aussi, prendre sa part de responsabilité et en même temps donner sa part de responsabilité à l'autre quand on parle de situation conflictuelle par exemple, et bien faire la part des choses entre ce qui t'appartient à toi et ce qui appartient à l'autre, faire un peu le tri des responsabilités et reprendre son pouvoir sur ce sur quoi on peut agir. Sinon, c'est pas la peine. Enfin, on va pas commencer à discuter de comment résoudre des problèmes sur des choses qui sont insolubles. C'est pas l'idée. Mais là, en l'occurrence, si on parle de situations conflictuelles, de conflits dans un couple, de conflits familiaux, ce genre de choses, le discernement, ça demande de réussir à se regarder de l'extérieur. Et ça, quand on est soi-même en rage, ou bien avec beaucoup de rancune, ou beaucoup de douleur, quand on a été blessé par les situations, par les gens, c'est très dur d'avoir un discernement nickel. C'est très dur. Et c'est normal, c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Les émotions sont là pour nous indiquer des choses, mais elles nous biaisent au passage. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de décision quand on est sous le coup de la colère ou de la peur, parce qu'on est à peu près sûr de se tromper à chaque fois, parce qu'on n'a plus le discernement pour bien comprendre les choses de façon posée et objective. Donc déjà, cette première étape-là, souvent, c'est ce qui amène les gens à consulter. Parce que les solutions qu'ils ont cru trouver ne marchent pas. Et c'est normal qu'elles ne marchent pas, puisque c'est des solutions en général génériques, où ils ont l'impression de s'être reconnus par quelqu'un qui parlait de telle situation sur les réseaux sociaux, et ils se sont dit « Ah bah c'est comme moi, je vais faire comme cette personne-là », alors qu'ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants, alors que les situations doivent être toujours pensées comme du cas par cas, surtout quand il y a de l'humain. Et en plus de ça, quand quelqu'un nous parle d'une solution miracle qu'il a trouvée, en général, on n'a que la moitié de l'histoire. Donc ils viennent en consultation parce que tout ce qu'ils ont déjà essayé n'a pas marché. Et ils veulent maintenant un regard extérieur pour les aider à comprendre vraiment ce qui se passe. Quand ils viennent consulter, ce qu'on fait nous, déjà c'est qu'on les aide à prendre beaucoup de recul, à analyser les choses, à prendre de la distance par rapport à tout ça et à comprendre les liens de cause à effet. Que chaque réaction vient
d'une origine et comprendre vraiment comment tout ça s'est construit, comment leur problème a commencé à grandir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à l'arrêter au fur et à mesure qu'ils le voyaient arriver et comment est-ce qu'ils se retrouvent bloqués aujourd'hui. Par exemple, ça peut être des personnes qui sont en conflit avec des ex-conjoints ou bien même des conjoints actuels et qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on en est arrivé à des situations où plus personne ne se parle. Bon bah là, il va vraiment falloir qu'on comprenne comment on est arrivé dans ce qu'on appelle une danse relationnelle. C'est la dynamique de couple qui s'installe, on pourrait dire ça comme ça. Le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, c'est une des grandes dynamiques relationnelles qu'on comprend. Mais il y en a d'autres, par exemple, le cliché un peu, mais qui se retrouve souvent, c'est les deux conjoints rentrent du boulot en même temps, plus ou moins. Il y en a un des deux qui a juste envie de déconnecter de son boulot et qui va s'isoler pour regarder la télé, par exemple, alors que l'autre, il a au contraire envie de communiquer et de raconter sa journée et de parler de d'échanger par rapport à ça. Bon, bah, ces deux dynamiques-là, elles ne sont pas compatibles. Il y en a un qui a besoin de s'isoler pour se recharger et l'autre qui a besoin de se connecter pour se recharger. Ça ne marche pas. Ces danses relationnelles-là, quand on les construit sur des années, ça donne des couples qui derrière n'arrivent plus du tout à communiquer, tout simplement parce qu'ils ne fonctionnent pas sur le même timing. Et c'est juste une question de timing. C'est pas dire il y en a un qui est communicatif et pas l'autre. Non, dans ces cas-là, c'est juste une question de timing. C'est que si au premier on laissait 10 minutes, il serait tout à fait apte de venir parler de sa journée. Comme l'autre, il a l'impression que c'est pas 10 minutes mais c'est 3 jours, il panique. Et c'est normal. Il se dit je vais jamais pouvoir raconter ma journée, je vais jamais pouvoir me connecter. Et on en fait tout un drame. On se dit qu'on n'a plus de connexion avec l'autre, que du coup, à quoi ça sert d'être en couple si on peut pas parler, puis de toute façon, on se comprend pas, talati talata. Mais en fait, là, le problème, c'était même pas un problème de communication ou quoi que ce soit, c'est juste un problème de timing. Bah, si on l'adresse pas bien, ce problème-là, on peut partir pendant des années de thérapie de couple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Parfois, bien sûr, il y a des choses qui se surajoutent, mais souvent, il y a des problématiques qui sont relativement simples à résoudre, si on comprend bien toutes les composantes. Et c'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup tout ce qui est approche systémique. Les sociologues ont souvent un regard assez avisé, même s'il leur manque un petit peu le côté cas par cas que la psychologie a plutôt tendance à apporter, effectivement. Mais les regards très intégratifs comme ça, globaux, où on prend tout en compte, je trouve ça ultra efficace pour régler les problèmes. Et ensuite, il y a la deuxième partie où on risque de perdre les 20% des gens qui restaient, qui avaient réussi à analyser les choses avec discernement et à trouver des solutions qui fonctionnaient. Là, ils vont galérer à passer à l'action parce qu'ils sont un peu bloqués dans un mode émotionnel, même archaïque en fait, où globalement, ils sont soit figés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action, ils sont immobiles, soit ils ont envie de fuir la situation, soit ils ont envie, au contraire, d'aller au conflit. Donc c'est les trois modes archaïques de face à la peur, en fait, face à ce qu'on perçoit comme du danger, c'est soit on s'échappe, soit on attaque, soit on freeze. Les gens dans des situations qui sont conflictuelles, qui sont compliquées ou ce qu'ils identifient comme étant des problèmes, ils fonctionnent de la même façon. Soit ils fuient le problème, ils l'enterrent, ils ferment les yeux, ils sont là, non mais c'est bon, j'ai trouvé des solutions, mais je ferai ça plus tard. Je ferai ça quand j'aurai le temps. Je m'en occuperai pendant les vacances parce que là, j'ai pas le temps, par exemple. Ou bien, ils sont dans un mode, au contraire, de freeze, c'est-à-dire que je sais ce qu'il faut faire, mais j'y arrive pas. Et je ne sais pas comment régler ce problème-là parce que je vois bien ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire. C'est comme s'ils étaient face à un mur, en fait. Il n'y a pas le moyen d'avancer. Ou bien, ils sont dans un mode plutôt conflictuel où ils vont aller essayer de régler le problème, mais avec beaucoup trop de hargne, en fait. Surtout quand dans les conflits, ça se voit beaucoup, c'est que plutôt que d'aller parler des choses de façon posée, ils vont aller au front, au combat. Et ils vont aller essayer de raconter leur vérité, et puis persuader l'autre que si, il a fait ça et que c'est pas bien, etc. Bon, c'est pas très constructif dans la résolution de conflits non plus, cette étape-là. Donc, pour les aider, il faut déjà regarder quelle est l'émotion qui se joue, les aider à sortir cette émotion-là, à en parler, à la vivre, à la ressentir, pour les sortir de ce mode animal primitif et réactiver un petit peu le cerveau néocortex, qui est le cerveau de la réflexion, pour pouvoir les mettre en action et mettre en place un plan d'action. Parce qu'il y a aussi ça, il n'y a pas que des gens qui sont bloqués émotionnellement, il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent perdus. C'est qu'une fois qu'ils ont trouvé la solution à leur problème, ils ne savent pas comment la mettre en place. Par exemple, si on dit, mettons concrètement, tu es en conflit avec l'un de tes frères et sœurs depuis des années parce qu'une question d'héritage s'est mal passée, ou bien il y a eu une histoire de famille qui a fait que vous vous êtes brouillés. Bon, tu sais que la solution, c'est de lui envoyer, un message d'excuse, par exemple. Ou bien de lui écrire une lettre pour expliquer ton point de vue. Ou bien de réussir à renouer contact d'une façon ou d'une autre pour que vous vous expliquiez calmement. Bon, très bien, on est content, ça tout le monde l'avait, la solution. Ça demande pas beaucoup plus de discernement que ça, la première étape en tout cas elle est simple.
Après, ce qu'on va mettre dans l'explication, ça se travaille, bien sûr. Mais rien que la première étape, elle est simple. Sauf qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas comment on fait pour écrire un message après 10 ans de silence. Ils savent même pas par quelle boule prendre, en fait, et par quelque chose commencer. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Bon, ça demande de réactiver, effectivement, la partie du cerveau qui est l'ordre de la connaissance, de la compréhension, de la logique, pour réussir à mettre en place des petites étapes et à faire le premier pas. Une fois qu'on a réussi à faire le premier pas, en fait, c'est un mécanisme qui se met en marche tout seul et c'est beaucoup plus facile parce qu'on est sorti de ce mode un peu figé. Donc pour régler un problème, effectivement, il y a cette étape-là aussi. Et ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage de réussir à faire ça. Quand on est bloqué dans son ego meurtri pendant des années, quand on est blessé dans son orgueil, quand on est sûr qu'on a raison pourtant depuis tant de temps, c'est quand même pas nous qui allons faire le premier pas. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande énormément de courage. Régler une situation dont on est partiellement responsable, ça demande de prendre sur soi pour bien comprendre sa part de responsabilité. Et il y a beaucoup de gens qui refusent ce truc-là. Quand on leur donne des solutions, ils les rejettent d'emblée. C'est pour ça que si on commence le travail en donnant juste des solutions, c'est très compliqué. Exemple. J'ai fait une vidéo là sur comment est-ce que l'affirmation de soi permet d'éviter les comportements manipulateurs. Bon, c'est une solution, hein. C'est une solution qui est simple, mais qui n'est pas facile, mais qui est simple. L'affirmation de soi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en analyse transactionnelle. C'est une position, une posture un petit peu personnelle où on est centré, on est aligné et on est OK pour défendre son bout de terrain sans écraser les autres, mais juste pour dire là c'est non, là c'est oui. Où on est toujours un peu raccord soi avec soi-même et qu'on ne se laisse pas embarquer par les petits jeux de manipulation des autres. En fait, ce truc-là, c'est vraiment connu en psychologie depuis longtemps, c'est que les jeux psychologiques, de manipulation notamment, n'ont pas de prise pour les personnes qui sont en affirmation d'elles-mêmes. Et le fait que je le dise comme ça, il y a plein de gens qui se sont offusqués en disant « Mais non, c'est pas si simple, c'est pas vrai, et regarde les gens qui sont dans des situations d'emprise, et quand ça fait des années que, et quand c'est tes enfants, et quand... » Émotionnel, gros émotionnel. Là, c'est l'émotion qui parle. C'est l'émotion qui dit « Non, c'est pas possible, non, si c'était si simple. » Et en fait, le problème, il est là. C'est que, déjà, au-delà du fait que c'est sortir de son contexte un propos, puisque moi, je parlais pas, évidemment, de situation d'emprise depuis des années où le parent est toxique envers ses enfants. Je parlais pas de ça. Je parlais de comportements sociétaux, de jeux psychologiques de manipulation versus des affirmations de soi. Et que l'un protège de l'autre, et c'est quelque chose qui est connu. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de polémiques, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui se sait depuis longtemps. Mais, comme il y a de l'émotionnel, tout de suite, le cerveau, il disjoncte. Et au lieu de dire « Ah ouais, c'est pas mal comme point de vue », il y a plein de personnes qui sont là « Non, surtout, je refuse cette situation, je refuse cette proposition, je refuse cette solution, parce que ça m'empêche, intellectuellement, cognitivement parlant, ça me fait disjoncter, en fait. » Pourquoi ? Parce que ça montre comment est-ce qu'on pourrait être responsable de sa vie et gérer les situations différemment. Et à ça, on me répond « Oui, mais là, tu culpabilises les victimes. » Non. Culpabiliser les victimes d'emprise, ce serait leur dire « Vous avez tort. » Moi, je dis « Il y a une solution qui empêche ça. » Je dis pas que les gens sont débiles de ne pas le faire, ou bien sont faibles. Comme j'ai pu lire, bien sûr que non, c'est pas une question de faiblesse. Et d'ailleurs, l'affirmation de soi n'a rien à voir avec le fait d'être fort, d'avoir énormément de caractère ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ou bien on m'a dit « Oui, mais les gens ont des failles. » Ah, mais bien sûr, tout le monde a des failles. L'affirmation de soi n'est pas incompatible avec ça. Et on me dit « Oui, mais si on est tout le temps comme ça. » En fait, les gens qui sont tout le temps comme ça, je suis vraiment désolée de vous le rappeler, mais les gens qui sont tout le temps dans l'affirmation d'eux-mêmes ne sont pas emprunts au jeu psychologique. Et le fait, ce mécanisme-là où on dit « Non, mais ton idée, elle est pas bonne. » Et le cerveau trouve plein d'excuses pour dire « Ça s'applique pas dans telle situation extrême. Ça s'applique pas dans telle situation que moi j'ai vécue. » Ça ne discrédite pas ce que je dis moi. Ce n'est pas antagoniste. C'est pas parce que vous avez raison que j'ai tort. Mais ce mécanisme-là, c'est une protection interne, c'est une protection mentale qui permet aux gens de rester dans leur situation parce que, même si elle est horrible, elle est confortable parce qu'elle est connue. Donc, quand quelqu'un vous apporte une solution que vous avez envie de rejeter en bloc, en disant « Non, c'est vraiment nul, nan », examinez-la bien parce qu'il est très probable que votre refus, qui est très émotionnel, très virulent, on ne parle pas d'un débat d'idées. Là, clairement, c'est pas ce dont il s'agit dans ces cas-là. C'est des personnes qui ont vécu des situations-là et qui se sentent trigger. Dans ce cas-là, effectivement, regardez bien parce qu'il est possible que la situation évoquée ne soit pas celle qui vous concerne, que vous êtes en train d'être biaisé par vos émotions et que vous manquez de discernement. Et que vous ne passerez jamais à l'action
Parce que vous êtes bloqué par vos propres émotions qui influent votre cerveau pour vous dire « Regarde, les solutions sont débiles ». Donc tout le travail qu'on fait en thérapie, évidemment, pas en vidéo YouTube, c'est de pouvoir aller travailler sous cet angle-là. Regardez pourquoi ça bloque telle solution. Regardez pourquoi on la refuse tant que ça. Regardez pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'envisager. Parce qu'une fois qu'on a réussi à faire ce travail-là, là, le chemin est libre. Là, on a fait preuve de discernement. Donc, on a bien vu le problème dans son ensemble et sous plusieurs angles. Et on a réussi à trouver des solutions en adéquation avec la personne. Et en plus de ça, on a réussi à la mettre en mouvement pour qu'elle les applique. Se mettre en mouvement pour trouver des solutions, ça demande effectivement, beaucoup de force et de courage. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'être entouré de personnes, que ce soit vos thérapeutes, vos psys, vos coachs, ou bien vos amis, votre famille, de personnes qui vous boostent, qui vous donnent ce courage-là. Parce qu'autant il y a des choses qu'on ne peut pas se transmettre en tant qu'humains, les uns aux autres, autant le courage, ça se transmet. La force, ça se transmet. Quand vous êtes au contact de personnes qui sont capables de vous lever comme ça, de vous galvaniser, de vous booster, qui vous font des discours inspirants et qui vous donnent l'impression, comme quand vous voyez, vous savez, qui vous donnent l'impression de vivre presque dans un film hollywoodien où là, il y a la musique épique qui arrive et vous dites « Ok, c'est bon, j'y vais ». Ce truc-là, c'est des personnes qui sont précieuses parce qu'elles vous permettent de vous mettre en mouvement et donc de vous sortir du problème dans lequel vous êtes depuis tant de temps. C'est pas évident parce que plus longtemps on reste bloqué dans un problème, plus c'est comme si on avait de la glu sous les chaussures, plus en sortir est difficile, ça colle de plus en plus. C'est pas évident du tout. Et c'est pour ça que les gens viennent en consultation. C'est tout simplement ça. C'est parce que quand on est face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre soi-même, on fait appel à des mentors, des coachs, des psys, des thérapeutes, qui que ce soit. Des personnes qui ont un regard affûté, professionnel, extérieur, avec du recul, de la hauteur, un pas de côté, ce que vous voulez, et qui vous permet justement d'avoir cette distance-là pour derrière pouvoir vous trouver des solutions. Et dans l'idéal, les mêmes personnes vous aident à les appliquer. Vous avez dans ces cas de figure-là le combo parfait pour régler des situations problématiques. Que ce soit vous envers vous-même, vous envers votre vie, vous envers votre travail, ou bien vous avec des gens, que ce soit vos enfants, vos conjoints, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues, votre boss, peu importe. L'idée, c'est de trouver des gens qui sont capables de les résoudre avec vous. Pas à votre place, mais avec vous. Capables de vous trouver les solutions et de vous aider à les mettre en place. Donc c'est en gros, moi j'aime bien cette vision-là, en tout cas de l'accompagnement, c'est de dire, en fait on est régleur de problèmes professionnels. Voilà, moi j'aime beaucoup cette idée-là. J'aime bien cette idée de passe-partout, on a un peu toutes les clés pour pouvoir ouvrir toutes les serrures, tout ce qui est bloqué, hop, on peut réussir à ouvrir tous les cadenas et débloquer toutes les situations. C'est pas mal comme vision. Puis ça permet du coup d'avoir une nouvelle façon de penser les accompagnements, où on n'est pas sur des psychanalyses qui durent 10 ans, où le patient est censé lui-même trouver la clé à son propre coffre-fort pour regarder derrière tout seul et à se dépatouiller dans son propre marasme. Ben non. Du coup, on fait des accompagnements qui sont dynamiques, qui sont des échanges humains. Quand ma cliente dit quelque chose et que moi, j'identifie un problème, je le verbalise. Je le garde pas pour moi en disant « j'espère qu'elle va s'en rendre compte toute seule ». Ben non. Carrément pas. Si j'ai la clé qui te permet de débloquer ta situation, je te la donne en fait. Après, libre à chacun de s'en saisir. Mais quand même, on fait gagner du temps aux gens, quoi. Les gens, enfin, la vie est précieuse, la vie est courte, on ne sait pas combien de temps on a. Et derrière, on ne nous en remet pas une deuxième. C'est la seule qu'on a. Donc si on passe des années en thérapie pour débloquer un problème que le psy avait vu, lui, dès la première séance, je sais pas, moi je trouve ça ultra frustrant. Je suis pas du tout pour cette vision-là. Chacun fait comme il veut et heureusement, il y en a pour tous les goûts, mais en tout cas avec moi, c'est sûr que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun son truc. Moi, je préfère des accompagnements où on a effectivement tout de suite une vue d'ensemble de ce qui se passe et un plan d'action pour y remédier. Quelque chose qui est entre le coaching, le mentorat, la thérapie, on est un peu à la lisière de tout ça, à l'embranchement d'un peu tout ça. Ça permet d'avoir des résultats qui sont rapides, efficaces et qui redonnent du coup le goût de vivre aux gens en fait. Parce que quand il y a des problèmes qui sont là depuis 10 ans, il y a du désespoir avec. Donc dès qu'on voit que ça commence à changer, là tout de suite ça revient la joie de vivre. Là tout de suite on a envie de continuer et là tout de suite le ciel commence à s'éclaircir. C'est génial, c'est génial. J'adore voir ce truc-là.